Et après tout ce qui a été dit, hein, vous avez vu, en fait, on vous a quelque part, sans le prévoir en quelque sorte, parce qu'on ne s'est pas téléphoné pour dire alors tu vas parler de quoi, etc. Et en fait, si vous avez remarqué, tout s'imbrique merveilleusement finalement, parce que Timothée a accentué sur le problème de l'eau, Nicole plutôt sur le côté social, Ghislaine sur aussi le côté local et le côté pratique d'une union concrète dans une grande collectivité territoriale, pardon. Et puis donc Alexandre, lui, a mis un focus sur donc les services publics. Donc beaucoup de choses du programme vous ont été dites, et donc je ne vais pas reprendre non plus le programme. D'abord, je vais vous renvoyer au site qui est très bien fait de la NUPES, où vous verrez les 650 mesures, parce qu'il y a quand même 650 mesures. Donc vous imaginez, si on vous les détaillait tous, on serait parti pour effectivement la nuit. Sur ces 650 mesures, en fait, il y en a 30 sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, selon les différents partis composants donc cette alliance. Mais donc, s'il est écrit, je ne sais pas si vous êtes allé déjà sur le site, c'est écrit explicitement, c'est-à-dire que le choix a été fait non pas de faire une espèce de synthèse un peu artificielle, mais au contraire de présenter une mesure, et ensuite, lorsqu'il y avait des accords, de dire pour le Parti Socialiste ce sera ça, pour les Verts c'est plutôt ça, pour le Parti Communiste c'est ça, etc. Donc, il y a encore du travail à faire. Cette alliance, elle a été faite très rapidement. C'est déjà pas mal qu'il y ait eu autant de mesures sur lesquelles il y a accord. Mais finalement, tu ne l'as pas redit aujourd'hui, Ghislaine, mais tu nous l'avais dit à Vernouillet. Je crois que vous vous apercevez que vous votez 80 ou 90% de la même façon, en fait, hein, et qu'effectivement, il y a des écarts. Donc, c'est remis, comme il est écrit, à la sagesse de l'Assemblée. Il y aura un intergroupe, il y aura des commissions de toute façon parlementaires, ou pas d'aboutir à une position commune. Et s'il n'y a pas de position commune, eh bien, il n'y aura pas de position commune. Il y aura, chaque groupe continuera de porter ce en quoi il croit, et je trouve que c'est très rassurant, parce que ça veut dire, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire à l'extérieur, nos concurrents, nos rivaux, on peut dire, hein, en tout cas la République en marche, nos adversaires, en fait, il n'y a pas un bloc monolithique sous la coupe d'une seule autorité. Non, la NUP, ce n'est pas ça. Alors justement, c'est parce que ce n'est pas ça que moi j'ai accepté d'en faire partie. Pour moi, c'était essentiel, avant de dire oui pour porter cette candidature, d'être sécurisé sur le fait que je n'allais pas justement disparaître dans une espèce d'alliance qui n'aurait plus de couleur. Alors, l'unité, oui, pour moi c'était évident, parce que en fait je suis entrée pour ma part au Parti Socialiste au lendemain, avec un X pour O et un L pour lendemain, au lendemain de la défaite de Lionel Jospin. Il a manqué 2 voix par bureau cette année-là, et c'est Jean-Marie Le Pen qui a été qualifié, et il a fallu voter Jacques Chirac. Et c'est vrai que ce jour-là, moi je me suis dit, eh bien voilà, j'étais de sensibilité de gauche, mais je n'étais pas encartée, je n'étais pas militante de terrain au sens de militantisme politique, et je me suis dit, eh bien il faut que tout le monde s'y mette, et donc j'y suis allée. Donc je suis entrée au Parti Socialiste, donc ça fait 20 ans que je suis au Parti Socialiste, j'y suis très attachée, voilà, mais ça ne m'empêche pas, bien sûr, de vouloir l'unité de la gauche, parce que je considère que c'est ce qui nous fera gagner. Ensuite, c'est aussi évident parce que j'ai une pratique de ce travail en commun au niveau de la vie communale. En fait, je suis même entrée en politique sur le terrain communal avant d'entrer au Parti Socialiste. Je suis entrée en 1995 parce que c'était la parité. Il fallait, on était, effectivement, il y avait une obligation, il y avait eu des années Mitterrand avant, il y avait une obligation de parité qui se mettait en place, il fallait des femmes, et donc j'ai été sollicitée pour entrer en politique. Et puis ensuite, dans ma ville, qui est Verneuil-sur-Seine, j'ai participé à toutes les élections municipales, et en 2014, j'ai porté, j'étais à la tête de liste, donc d'une liste
de gauche plurielle, hein, tous les partis politiques, depuis le Front de gauche, à l'époque c'était le Front de gauche, jusqu'au Parti radical, donc une liste diversifiée, et nous avons travaillé, et c'était de 2014 à 2020, donc dans un contexte qui a été en partie extrêmement chahuté, mais on a réussi à maintenir l'unité. Que vous dire d'autre me concernant c'est que j'ai montré, alors vous savez qu'on a plusieurs candidats, peu sont connus sur la circonscription. Moi j'ai essayé de montrer que cette circonscription, elle était très familière pour moi. Si d'autres sont parachutés, moi c'est sûr que je ne le suis pas, parce que, comme je l'ai expliqué à Conflans, il se trouve que les hasards de la vie font que mes années collège se sont déroulées à Conflans. J'habitais le Val d'Oise et je prenais un train pour aller au collège de Conflans, qui est maintenant le lycée Jules Ferry. À l'époque, c'était un collège. Et puis ensuite, nouvel hasard de la vie, j'habitais toujours le Val d'Oise, et après un concours de recrutement pour être prof, on m'a nommée à Vernouillet, dans un collège, et j'y suis restée. Et puis, je me suis trouvée tellement bien, en fait, que du coup, j'ai habité à côté, donc j'habite Verneuil maintenant depuis 40 ans. Donc, cette circonscription, je la connais bien. Alors, cette partie du territoire qui est la vôtre, je la connais, je vous avoue, les Melanais, cette partie aval, je la connais moins bien, ça, je dois vous le dire. Elle ne m'est pas inconnue. Ah, ça, elle ne m'est pas inconnue. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que je suis historienne de formation, historienne géographe, mais surtout historienne. Et dans mes études, eh bien, j'ai entendu parler de Meulan. Je ne savais pas qu'un jour, je ferais un discours dans le cadre des législatives à Meulan. Et j'ai entendu parler de Meulan, parce que figurez-vous, dans la région de Meulan, on mettait en nourrice, au XVIIe et XVIIIe siècle, on mettait en nourrice les enfants qui naissaient à Paris. Donc on les mettait en nourrice pendant jusqu'à l'âge de 7 ans, parce qu'à l'époque, la mortalité infantile était extrêmement forte, et donc avant 7 ans, on considérait que l'enfant était pas très intéressant, parce qu'on n'était pas du tout sûr qu'il allait durer longtemps. Bon, c'était effectivement un autre temps. Donc la région de Meulan était certainement par son grand-père, par ça, le fait que c'est vert, et c'est toujours vert, hein, était ça. Deuxième élément, c'est là la géographe qui parle, hein, vous avez un site exceptionnel, alors ça s'appelle Paradis ici, ceux qui viennent pour la première fois voient qu'il y a effectivement une vue absolument magnifique, et pour tout vous dire, moi il se trouve que j'ai eu une amie qui habitait dans les immeubles qui sont alors au-dessus, là, les immeubles du Paradis. Elle avait une terrasse, c'était une collègue de travail, elle avait une terrasse, et depuis sa terrasse, on voyait tout Paris. C'était absolument, c'est un site absolument extraordinaire. C'est beau architecturalement, c'est beau par la nature. Vous savez que c'est quand même le Vexin. Hein, il y a encore des espaces agricoles, des espaces ruraux, Tessancourt, Gaillon, etc. Allez y faire un tour, hein, ceux qui ne sont pas ici. C'est vraiment des petits villages, on appelle ça des villages urbains, mais c'est vraiment absolument magnifique. Et ça tranche effectivement avec le reste de la circonscription, non pas que le reste soit laid, mais c'est vrai que c'est pas du tout le même. Alors je parle de Évêquemont. Ah non, et Mézy, enfin, je veux dire, c'est pas possible. Mézy et Évêquemont, c'était les deux seuls qui précisaient. Ah oui, parce que les infirmières sont là. Je vais en parler, Donc voilà. Et puis, j'avais connu aussi, parce que tout simplement en voisine, je suis venue faire des courses à Meulan. J'ai emmené mon fils au tennis couvert à Meulan aussi, hein, dans l'île, là il y a plein d'îles, etc. J'ai été prof, mais je me suis aussi occupée beaucoup de la formation des adultes. Et à cette occasion, j'ai circulé dans tous les établissements de la 7e circonscription, le collège Henri IV y compris, le seul dans lequel je ne suis pas allée, c'est le collège de la Moncian à Gaillon, qui a été construit plus tard. J'ai des rencontres socialistes, n'est-ce pas, Guy? J'ai des souvenirs de rencontres autant où tu étais maire, autant où il y avait une section socialiste, François, etc., importante à Meulan. Je suis venue à des réunions. Et puis, je suis venue faire la campagne de Ghislaine en 2017, donc Évêquemont, Mézy, etc. C'est là que j'ai connu, entre autres, Jean Mallet. Et puis, alors un peu moins drôle, c'est vrai qu'en tant que voisin, on peut avoir l'utilité de la clinique cardiologique d'Évêquemont, qui est une grande clinique cardiologique réputée, qui a une très belle vue d'ailleurs aussi, très belle vue.
Et puis l'hôpital de Meulan, et donc effectivement je dirais juste un petit mot, parce qu'on a beaucoup travaillé sur les services publics. Bien sûr, je salue particulièrement aujourd'hui les hospitaliers de Meulan, enfin, tout le personnel de Meulan qui est en grève, ça a été dit. Et puis il y a un problème spécifique de Meulan, c'est que, outre les problématiques nationales du personnel, il y a le problème de cet hôpital, que les questions, comme le disait Alexandre tout à l'heure, de chiffres, de rentabilité, etc., est en train progressivement de dépecer. Les services progressivement sont regroupés à Mantes. Et donc, c'est vrai que c'était un atout du territoire, de la ville de Meulan. C'était un atout pour moi, par exemple, qui est à Verneuil, et qui suis à Verneuil, pardon. Et c'était vraiment des urgences qui pouvaient compenser finalement les urgences de Poissy, qui sont des monstres. Et donc, c'était un hôpital de proximité. Et donc, je salue d'autant plus son personnel. Alors, je vous ai dit que donc ce programme, c'était 650 mesures. Et je dois dire que ces mesures font quand même un peu pâlir d'envie, voire de rage, je pense, nos adversaires. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais moi j'ai entendu l'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, qui ne devait pas être très bon parce que vous avez remarqué qu'il n'est pas reconduit, il est désormais ministre des Relations avec le Parlement. Et s'il continue comme ça va peut-être pas bien se passer. Alors, voilà. Alors il a dit, lors d'une interview, il a dit le programme de la NUPES est attentatoire aux libertés. Donc c'est la dictature qui attend, faites attention, ne votez pas NUPES, c'est la dictature. Sur quoi se base-t-il? Alors il se base sur le fait qu'il y a une occurrence du mot interdire, abusive, parce que c'est cité 40 fois. 40 fois a-t-il dit, vous vous rendez compte, c'est la dictature, 40 fois le mot interdire. Alors, ça m'a un peu chatouillé l'oreille, et je suis allée voir, moi aussi. Et j'ai cherché l'occurrence. Alors d'abord, il se trompe. Il faudra lui dire qu'il apprenne à compter, parce que c'est pas 40, mais c'est 35. Donc, il faut rectifier, il faut être précis quand on dit quelque chose. Et puis surtout, il ne faut pas couper une phrase, extraire un mot d'une phrase, parce que sinon, ça n'a plus de sens. Donc, par exemple, il est dit, il faut interdire les licenciements boursiers. Je ne sais pas si ça vous gêne, mais moi, je trouve ça plutôt bien. Après, il est dit, par exemple, je ne fais pas les 35, assurez-vous, il est dit, il faut interdire l'épandage des pesticides autour des zones agricoles. Moi, ça me va. Il faut interdire les expulsions locatives sans proposition de relogement. Moi, je ne suis pas choquée. Et puis, il faut interdire l'usage du glyphosate et des néonicotinoïdes. Donc là aussi, ça ne me gêne pas. Et puis, cher Olivier, c'est ce que je lui dirai quand je serai député, et puis, cher Olivier, s'il y a 35 fois interdire, il y a 13 fois favoriser, 28 fois instaurer, 22 fois permettre, comme par exemple permettre l'application stricte de la RGPD ou permettre un réel accès au savoir et à la formation des enfants sourds et malentendants. Et puis il y a même le mot donner. Donner comme donner plus de moyens aux défenseurs des droits. Alors, vous avouerez que cette comparaison, c'est vrai que c'est un petit peu artificiel. Bon, c'était un peu ludique que de lui répondre sur ce ton-là. C'est un petit peu artificiel. Mais en tout cas, c'est un exercice qu'on ne pourra pas faire avec son propre programme, ni avec celui de Nadia Air, ni avec celui des macronistes, puisque, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de programme, il n'y en a pas. Il n'y en avait pas pour les présidentielles, il n'y en a pas plus pour les législatives. Donc, il nous tacle, mais bon. En tout cas, on ne pourra pas lui rendre l'appareil, on peut juste lui répondre un peu fermement que ses calculs sont quand même pour le moins assez spécieux. Sinon, que vous dire d'autre? Donc, sans vouloir reprendre ce que mes co-intervenants ont dit, dans ma profession de foi, j'ai essayé de rappeler quels étaient les 3 volets de l'action d'un député, à part répondre au ministre chargé des relations avec le Parlement. C'est connaître et écouter son territoire, voter les lois, contrôler le gouvernement. Vous savez que chaque mardi et mercredi ont lieu des questions au gouvernement. En général, c'est là qu'on voit
officiellement les élus des territoires porter les problématiques spécifiques des territoires. Moi, je me vois bien poser la question de la fermeture de l'hôpital de Melan, par exemple. Ou je me vois bien poser la question de ce dossier du 11e mois C13F13, c'est-à-dire ce dossier d'une grande infrastructure routière qui devrait relier Mantes à Cergy, en passant par le Vexin ou en passant par deux villages de cette circonscription, qui sont Gaillon et Tessancourt. Donc, au-delà de l'action que pourrait avoir un député, en tout cas, ce serait porté officiellement à l'Assemblée en interpellant les ministres concernés, ce genre de problématique. Après, alors, pour les contester, en particulier l'infrastructure routière, qui est un dossier très vieux. Deuxièmement, pour l'élaboration des lois. Pour l'élaboration des lois, je dirais juste ce que... Alors d'abord parce qu'il y a une capture, donc je ne vais pas redire exactement ce que j'ai dit les autres fois. D'ailleurs, ce que j'avais dit avant n'était pas non plus dans les captures des autres fois. Je serai particulièrement vigilante à la préservation, donc Alexandre l'a développé, préservation, renforcement des services publics. Oui, tu l'as dit aussi, les services publics, c'est vraiment le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Nous devons, nous, effectivement, à gauche, remettre d'actualité les services publics. Peut-être que l'occasion, d'ailleurs, l'actualité va nous permettre de les remettre plus facilement, parce qu'on a bien vu, avec l'épidémie qui nous a touchés, l'importance, effectivement, d'avoir des services publics qui fonctionnent. Donc, présence partout sur le territoire, efficacité, respect du personnel, c'est important, et service au plus grand nombre. Également pour un service de l'énergie et des transports. Deuxième axe important, on ne peut pas passer à côté, c'est la justice sociale et la lutte contre les inégalités. Donc je n'insisterai pas, je ne reprendrai pas ce qui a été dit très bien par Nicole, sur les mesures pour les classes populaires, jeunes ou moins jeunes, le SMIC, la retraite, etc. Et puis par ailleurs, pour les premiers de la classe, donc le retour de l'exit tax, de l'ISF ou l'abandon de la flat tax. Autre point, troisième point, c'est revivifier la démocratie. Je suis très attachée à un projet de réforme constitutionnelle donc qui permettra effectivement d'avoir un vrai Parlement qui jouera pleinement son rôle, y compris par exemple pour en cas de retour des épidémies, et pas un Parlement qui est confisqué, qui est rangé soit au rôle d'enregistrement, soit carrément mis de côté. Donc avec un Parlement plus représentatif, avec le scrutin proportionnel, un président qui aura moins de pouvoir, notamment en matière de nomination, en particulier, vous savez qu'il y a des nominations dans la justice, par exemple pour... il y a eu une nomination où le président n'a absolument pas tenu compte de ce qu'avait dit le Conseil de la magistrature, qui avait proposé 3 noms, il en a choisi un autre. Ensuite, bien sûr, une démocratie fondée sur la participation citoyenne, et là on croise avec Timothée, citoyens, citoyennes, effectivement, ça peut être tout à fait d'actualité aujourd'hui. Autre axe, avant-dernier axe, c'est la planète. Timothée, là aussi je ne développe pas, Timothée l'a dit par rapport aux problématiques de l'eau. Moi j'avais repéré dans le programme la règle bleue. On a parlé de la règle verte, qui consiste à ce que on ne prélève pas à la planète plus qu'elle ne peut redonner. Il y a aussi une règle bleue pour la protection des océans, et d'ailleurs j'ai signé la charte de protection des océans. Enfin, c'est plutôt la jeunesse, toute la jeunesse qui, face à ces problématiques environnementales, pour certains souffrent d'éco-anxiété, et c'est quand même, c'est un nouveau concept, l'éco-anxiété. Et donc c'est assez frappant, en tout cas moi ça me touche beaucoup, que des jeunes puissent penser qu'ils n'ont pas d'avenir sur notre planète, sur une planète vivable, et s'ajoutant à donc tout ce qui leur a été fait, les pauvres, Parcoursup, la réforme du bac, je ne reviens pas là-dessus, la réforme du chômage qui a quand même touché 350 000 jeunes, les a privés de ressources, et puis la précarité liée à la crise sanitaire.
Mais je voudrais terminer par le troisième volet, qui est donc le contrôle du gouvernement. Alors, vous savez peut-être que tout député est en droit de déposer une résolution et de demander une commission que se réunisse, une commission d'enquête. Bon, après, elle ne se réunit pas forcément à sa simple demande, il faut que le groupe et une majorité l'accepte, mais bon. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'hésiterai pas du tout à user de ce droit. Vous savez peut-être que dans une commission d'enquête, il doit y avoir un rapporteur, elle doit être bipartisane au moins. Les convocations des personnes auditionnées sont impératives. Les déclarations se font sous serment et avec de très grosses pénalités, de très grosses amendes si jamais on est pris à mentir. En plus de ça, les membres de la commission d'enquête sont habilités à demander des pièces, à juger sur pièces et même à se déplacer. C'est pas une perquisition, mais en tout cas à se déplacer pour juger sur place dans un ministère à ce propos. Alors, ces commissions d'enquête, elles m'ont passionnée. Moi, la première qui m'a vraiment passionnée, je n'avais vu d'autres, la première qui avait été médiatisée, c'était l'affaire Doutreau, donc ça remonte très très loin, c'était intéressant. Mais la première du quinquennat Macron, c'est en 2008, et c'est l'affaire Benalla. Et 2018, l'affaire Benalla, deuxième année du quinquennat, et déjà tout était dit sur Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous avez... Moi, j'ai passé mon été 2018 à regarder passionnément cette commission d'enquête. Donc, je disais à ma famille qui était en vacances avec moi, je leur disais, tu viens de promener? Je disais, ah ben non, je ne peux pas parce que il y a retransmission de telle, l'audition d'un tel, etc. Donc, il y avait deux commissions d'enquête. Il y a eu celle des députés et celle des sénateurs. Celle de l'Assemblée nationale s'est terminée assez vite, parce que la Macronie verrouillait très très bien, et que donc très vite, le co-rapporteur, qui était LR, a décidé de démissionner parce qu'il estimait que le travail ne pouvait plus se faire. Donc c'est surtout, en fait, celle du Sénat qui a abouti à un vrai rapport. Alors en quoi cette affaire, alors je ne vous la rappelle pas l'affaire, je pense que tout le monde le sait, un garde du corps des policiers qui font quelques violences policières place de la Contrescarpe lors du 1er mai, ils sont filmés et on s'aperçoit qu'en fait sous le casque du dit policier qui avait le brassard de police, on s'aperçoit que c'était en fait le garde du corps privé de Emmanuel Macron. Donc il s'ensuit tout un tas de dénonciations dans les journaux, l'affaire prend de l'ampleur et est mise en place une commission d'enquête. Alors, pourquoi je vous disais que tout était dit d'Emmanuel Macron à ce moment-là. En fait, première chose, Emmanuel Macron a une défiance énorme contre la fonction publique. Donc il a décidé de prendre un garde du corps privé, recruté sur quelle base, un peu le fait du prince, pour assurer sa sécurité privée, alors que tout est prévu dans la République pour bien sûr assurer la sécurité des présidents. Il y a la police, la gendarmerie, le commandement militaire de l'Élysée, tout est prévu. Et Emmanuel Macron, lui, il voulait passer outre pour avoir son propre garde du corps, parce que les fonctionnaires, on ne sait jamais, de grande défiance. Je pense qu'il ne faut pas, surtout, échapper à l'autorité d'Emmanuel Macron. Deuxième élément de sa conception du pouvoir, le manque de transparence. À cette heure, on ne sait toujours pas comment Alexandre Benalla et son collègue, qui s'appelait Vincent Crase, ont eu les brassards de police et l'équipement des policiers. En fait, personne n'a avoué dans la commission comment. On n'a pas su si c'était un ordre qui était venu du cabinet d'Emmanuel Macron, etc. On ne le sait toujours pas, ça reste mystérieux. Mais, bon, ils sont préservés, en tout cas, ils ont eu des passe-droits. Manque d'éthique, ensuite. Car protection des amis ou du cercle proche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, comme par hasard, la perquisition qui avait été lancée chez Benalla n'a pas pu se faire le premier jour. Il paraît que la clé ne fonctionnait pas, on ne pouvait pas ouvrir l'appartement. Donc, on a recommandé une deuxième perquisition le lendemain matin. Et entre-temps, un coffre-fort a disparu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est fou quand même, c'est fou. Un coffre-fort a réussi à disparaître.
Bon. Ensuite, il y a eu Ismaël Emelien, qui était du cabinet d'Emmanuel Macron, qui avait réussi à se procurer les images de vidéosurveillance, qui les a trafiquées, etc. Enfin, il y a eu une sombre histoire. Et puis, eh bien, rien ne s'est passé parce que Emmanuel Macron disait on attendait séparation des pouvoirs. Ça, c'est l'Élysée. Vous êtes le pouvoir législatif. On ne peut pas contrôler comme ça. Enfin, Benalla, là aussi, on a appris à l'occasion des commissions d'enquête, alors que ce qui avait été dit à l'ensemble de la population par Bruno Roger Petit, qui était à l'époque le communicant d'Emmanuel Macron, il avait dit « Ne vous inquiétez pas, c'est scandaleux ce qui s'est passé, Benalla sera sanctionné, il est suspendu pendant 15 jours de fonction, pendant 15 jours. » Et lors de la commission d'enquête, on a appris que, suspendu pas du tout, on a juste conseillé à M. Benalla de prendre 15 jours de vacances. Donc il est allé prendre 15 jours de vacances. Il a gardé son salaire complet. Il n'a jamais été suspendu. Enfin, dernier point de ce que vous reconnaîtrez d'Emmanuel Macron, l'arrogance, puisque ça se termine en juillet par la phrase célèbre « Le seul responsable, c'est moi, qu'ils viennent me chercher ». Et au cours d'un apéritif, etc. Alors, tout était dit là de la gouvernance, on va dire, d'Emmanuel Macron, mais tout n'était pas tout à fait dit parce que on va se projeter cette fois-ci à la fin du quinquennat. La dernière commission d'enquête que j'ai pu voir, c'est celle faite par les sénateurs, par le groupe Parti communiste d'ailleurs, c'est Elia Matassi, qui est présidente de cette commission. Et donc, c'est sur l'affaire McKinsey, en tout cas c'est sur le rôle du cabinet McKinsey dans la gestion du Covid. Et ce rôle du cabinet McKinsey, on s'aperçoit, et ça c'était Olivier Véran qui était auditionné, il y avait des gens de McKinsey qui étaient dans les services des fonctionnaires. Alors on lui disait, que faisaient-ils? Mais ils étaient là pour aider. Y a-t-il une lettre de mission? Ben non, il n'y a pas de lettre de mission vraiment. Et y a-t-il une production? Ben non, il n'y a pas de production non plus. Donc, à ma connaissance, le rapport définitif de cette commission n'est pas du tout sorti. Mais en tout cas, McKinsey a été payé, on le sait, et on sait même maintenant qu'il en profite pour ne pas payer ses impôts. Donc, tout ça pour vous dire que, en tout cas, moi j'insisterai sur ce rôle, je pense que ce rôle de contrôle de l'État est essentiel. Donc si nous sommes majoritaires, nous ferons passer les lois dont on vous a parlé. Si on est minoritaire, on aura au moins la possibilité, et assez nombreux, on aura au moins la possibilité de contrôler tout ça. Donc, je pense que nous sommes prêts, au niveau de la NUPES, et moi en particulier, à ne pas laisser les mains libres à Emmanuel Macron. Il est élu, il est légitime comme président de la République, c'est sûr, mais imposons-lui une cohabitation. C'est d'ailleurs ce que la moitié des Français souhaitent, plus de la moitié des Français souhaitent. Je pense qu'on est en bonne voie, il y a quand même un frémissement à gauche, une espèce de dynamique à gauche, y compris sur cette 7e circonscription, qu'on ne donnait pas gagnable au départ, et finalement où peut-être la victoire va être possible. La dynamique donc d'union de la gauche se voit sur le terrain. Moi, ça me fait très plaisir, et je pense que pour ceux qui sont sur le terrain, ça leur fait aussi très plaisir de voir les électeurs qui disent « Ah, qu'est-ce que ça fait du bien, vous êtes unis, etc. » Donc, c'est formidable. Ils retrouvent l'espoir, ils retrouvent le sourire. Donc, merci à tous, toutes les petites mains qui œuvrent pour cette victoire sur le terrain, direction de campagne, etc. Et merci à tous de m'avoir écouté après tous ces discours. Voilà.